Je suis ravi de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Et à mes côtés, on va parler agrivoltaïsme. Agrivoltaïsme avec un acteur local, GLHD. GLHD, présentez-nous un peu cette société. Qu'est-ce que vous faites ? Bonjour Julien, déjà merci de nous recevoir. Je suis Thomas Farjedou, coordinateur régional Sud-Ouest pour GLHD. GLHD, c'est une société qui accompagne des collectifs d'agriculteurs depuis 2018 pour la conception, la réalisation et l'exploitation de projets agrivoltaïques sur des projets de grande taille. À vos côtés, on a un agriculteur, mais aussi un chargé, porteur de projet. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez GLHD ? Vous avez rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps, vous me disiez. C'est ça exactement, donc Jean-Philippe Frossard. Donc moi, je suis porteur de projet sur un projet qui est un petit peu éloigné, diamétralement opposé de la région Sud-Ouest, puisqu'il se situe en Grand Est. On a commencé ce projet en 2020. On continue à le développer, il est en instruction, on pourra y revenir sans doute un peu plus tard. Tout au long de cette émission, effectivement. Et je suis également chargé de projet, chef de projet, pardon. Oui. Chef de projet chez GLHD depuis novembre 2023. Et donc je développe aussi ces projets dans la région Grand Est. On a une agence maintenant sur Nancy. Et c'est bien que les agriculteurs en parlent même et s'en saisissent, je crois. C'est ce qu'on disait juste avant de préparer l'émission. Développer un projet agricole en système agrivoltaïque, mais la question va être vaste, mais on va la sous-développer. Comment on fait ? Eh bien, développer des projets agrivoltaïques, c'est effectivement, on en a un peu parlé tout à l'heure, de la co-construction avec les agriculteurs. Alors je vais passer un petit peu les slides, mais c'est d'abord de la qualification. Qui se fait sur un temps long, parce que c'est une relation de confiance qui doit être établie entre le développeur et les agriculteurs. On travaille généralement chez GLHD avec des collectifs d'agriculteurs, donc ce sont des rencontres qui se font dans le temps, bien prendre le temps de comprendre les contraintes et les enjeux des exploitations et identifier derrière les possibilités de développer des projets agrivoltaïques avec le soutien évidemment des agriculteurs, parce que sans projet agricole, il n'y a pas de projet agrivoltaïque. Vous partagez les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont partager leurs contraintes souvent, c'est ça ? Ils vont présenter, il n'y a qu'eux qui peuvent parler et décrire leur exploitation souvent. On est, je pense, les mieux placés pour parler du projet agricole et comme l'a dit Thomas, en fait, le projet agricole est au centre du projet agrivoltaïque et c'est d'ailleurs pour ça que le sujet s'intitule « Un projet agricole dans un système agrivoltaïque » et ça a toute son importance. Pas de projet agricole, pas de projet tout court. Donc c'est important. C'est important. Et GLHD, qu'est-ce que vous leur apportez à ces agriculteurs ? Votre professionnalisme, j'allais dire, votre analyse, votre expérience ? Oui, c'est ça. Alors on a une expertise assez vaste au sein de la société, donc dans différents secteurs d'activité. Il n'y a pas de profil type au sein de GLHD, même pour ce qui concerne le développement du projet. C'est très varié, avec des personnes venant du secteur de l'énergie, bien sûr, du secteur agricole, du secteur de l'environnement, de l'urbanisme. Donc c'est vraiment très varié, et des agriculteurs. Ouais. C'est un bel exemple. Et donc c'est vrai qu'on accompagne ces agriculteurs sur ce temps long et on met à disposition un certain nombre d'outils et d'études pour faire en sorte de les accompagner au mieux dans la mise en place de leurs projets. Oui, parce qu'il y a des règles aujourd'hui, je crois. Depuis peu, il y a une loi qui est sortie, il y a un décret qui est sorti. Exactement. Donc il y a une loi, la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui est sortie en 2023, en avril 2023, accompagnée par un décret d'application qui est sorti il y a quelques semaines désormais. On est encore un peu dans le flou puisque certains arrêtés sont encore en cours, mais on commence à y voir un petit peu plus clair et c'est une vraie opportunité que d'avoir ce cadre pour poser un certain nombre de garde-fous. Il y a eu des projets alibi, des abus, et là on a la possibilité d'avoir un cadre, ce qui permet d'accélérer et de mieux favoriser, de mieux présenter le projet auprès du territoire, pour qu'avoir un projet qui soit le plus sérieux possible. Oui, parce que le territoire, c'est important. Il y a une sorte d'acceptabilité aussi des voisins. Je suppose que la société aussi est très critique, souvent, des nouveautés. Oui, c'est un enjeu important, effectivement. Moi, j'habite dans un village dans lequel le projet va être construit.
Donc c'est important pour nous autres agriculteurs d'avoir un projet qui s'intègre dans notre territoire, qui soit accepté par l'ensemble des habitants notamment, parce que c'est eux peut-être qui le verront le plus. Donc on a dans cette phase de concertation beaucoup d'échanges, beaucoup d'explications, beaucoup de propositions aussi en amont, très en amont du projet. Et c'est ce qui aussi conditionne l'acceptabilité du projet dans ces différentes phases. Ouais, et donc je permets juste de préciser. De compléter, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de la partie qualification, on met aussi en place des études techniques, des études de raccordement, des études d'impact sur l'environnement. Mais une autre donnée d'entrée majeure sur ces projets-là, c'est la concertation. Donc on fait vraiment jouer un rôle au territoire, aux riverains. On les inscrit à travers la mise en place d'une concertation préalable volontaire, donc préalablement au dépôt des demandes d'autorisation. Donc on met en place par ce biais-là un certain nombre d'outils. On essaie de les rendre les plus innovants pour qu'ils soient les plus pédagogiques possibles. Et on les fait varier aussi en fonction des attentes des riverains, donc avec plusieurs possibilités qui s'offrent sur cet aspect-là. Donc une concertation volontaire. Donc voilà, voilà, c'est très bien. On voit des images là, un peu de ces projets. Comment vous procédez là pour communiquer justement avec ce grand public, mais aussi les agriculteurs, parce que je suppose que même s'ils sont chez eux, on ne voit pas forcément comment ça va être. Donc il y a des plans, il y a des dessins, c'est ça? Et il y a oui. Alors ces plans, ces dessins, ils sont issus de la concertation. On arrive, donc je le disais tout à l'heure, préalablement au dépôt du dossier de demande d'autorisation, avec la possibilité donc d'offrir au territoire une concertation et de leur offrir la possibilité de tenir le stylo et de nous faire partager un peu leurs besoins, leurs attentes sur ce projet, leurs questions, leurs interrogations. C'est normal, on est sur l'innovation, donc c'est normal qu'il y ait cet aller-retour qui soit présent. Et donc, on peut faire intervenir des experts paysagistes, par exemple, pour leur proposer des propositions d'aménagement. Mais au départ, ça vient on peut faire différentes solutions, notamment des questionnaires où on demande, par exemple, si vous préférez voir ou ne pas voir le projet. Et là, en l'occurrence, c'est un exemple qui s'affiche à l'écran d'un projet dans le Lot-et-Garonne où plus de 2/3 des habitants ont souhaité plutôt voir le projet plutôt que de le masquer. Et encore mieux, ils souhaitaient vraiment pouvoir aller à la rencontre du projet avec une aire pédagogique, avec un belvédère pour pouvoir surplomber le projet et avoir une vue sur la coactivité photovoltaïque et agricole pour pouvoir voir, en l'occurrence c'était un projet d'ovins, pouvoir voir les ovins sur le terrain. Effectivement, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, quand on parle de concertation, ça me fait penser, quand Thomas s'exprime, on concerte pas que les habitants, en fait. Il y a bien sûr les agriculteurs, les habitants, mais aussi, par exemple, on a les fédérations de chasse. On parlait de sentiers pédagogiques. Il y a plein d'animations qui peuvent être créées grâce à ce parc, à cette innovation. Et donc ça, c'est super important. On a finalement imaginé des activités autour du village qui n'existaient pas avant et qui, grâce à ce projet, vont pouvoir voir le jour et ont été aussi proposées par un certain nombre d'habitants du village qui sont quelquefois chasseurs également. D'accord. Et donc ça, finalement, on peut aller un peu plus loin sur cette réalité augmentée. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. L'agriculteur, lui, il est totalement immergé dans ce projet. Il peut le regarder directement sur son téléphone portable. Ça aussi, parce que on a du mal peut-être à comprendre comment on fait sans le voir, quoi. Bien sûr, on met à disposition un certain nombre d'outils. J'en parlais tout à l'heure, je prenais un exemple. Là, c'est un autre exemple d'un outil qui a été co-développé avec la société ISAR, qui est une société basée à Bordeaux, qui met à disposition, cet outil, donc où on peut voir ce que peut être le projet à l'avenir en le masquant ou en le faisant évoluer finalement avec des images à la fois de réalité augmentée, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'on voit directement avec leurs outils et ils peuvent mettre des panneaux photovoltaïques, tout ça, quoi. Exactement. Sur leur terrain.
Vous vouliez rajouter Non, c'est juste important effectivement pour se projeter, parce que nous qui sommes agriculteurs sur notre territoire, on connaît bien nos parcelles, mais c'est quelquefois difficile de l'imaginer avec ces infrastructures. Tout simplement, une petite anecdote, quand nous, dans notre projet, on va élever des moutons, le berger, la première réflexion qu'il a eue, c'est de se dire « Ah oui, mais moi, à l'autre bout du parc, mes moutons, je ne les verrai pas, quoi. » Donc c'est ces questions aussi qui émergent et ces réflexions qui permettent aussi de faire évoluer la conception et le développement de ces projets. Ouais, on est vraiment confronté à la réalité du terrain. Et ça, vous le proposez à tous les agriculteurs, c'est ça, et à tout le monde? Oui, en tout cas, c'est un outil qu'on présente à volonté. À volonté, très bien. On met à disposition à volonté des agriculteurs et puis aussi des riverains. Moi, c'est la première fois que je vois ça, et au moins ça nous donne un petit esprit de concret finalement. Après cette concertation, après tout ça, quelle est l'étape suivante finalement? L'étape suivante, ça va être la conception. On va prendre en compte toutes les données d'entrée, donc les études techniques, les études environnementales, les études agricoles, évidemment, la concertation, et puis on va travailler sur de la conception du projet. On va prendre l'ensemble des enjeux qui existent sur le périmètre du projet, on va les intégrer, on va ajuster le projet, le réduire, l'écarter. On va prendre tout ça en considération pour appliquer finalement, voilà ce qui est écrit ici, c'est la démarche éviter, réduire, compenser, la démarche ERC, et avec un travail d'itération. Ça, c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça qu'on a une durée qui paraît un peu longue, mais c'est parce que ça prend beaucoup de temps. Oui, parce que depuis le début, on n'a pas parlé de la durée, mais ça prend du temps, hein. Toutes les étapes que nous avons évoquées, c'est quoi? C'est en moyenne 1 an à chaque fois, quasiment. 1 an par chaque étape en moyenne. Ce délai d'1 an ici affiché est un peu conservateur, mais c'est vrai que ça prend 3 à 4 ans pour pouvoir avoir les autorisations. Et sur ce travail de conception, c'est une période évidemment à ne pas négliger. On va travailler ensemble sur des durées très longues, sur 40 ans. Donc il faut qu'à l'origine du projet, pour le dépôt de la demande d'autorisation, qu'on soit bien d'accord avec les agriculteurs et puis aussi avec les services de l'État sur la faisabilité, la compatibilité du projet avec les règles aujourd'hui en place, et puis avec la compatibilité avec le projet agricole, bien sûr. Alors, pour nous, en tant qu'agriculteurs et porteurs du projet, cette étape, elle est fondamentale parce que, comme l'a dit Thomas, c'est un projet qui va durer 40 ans. Donc il faut vraiment que dans la conception, on intègre toutes nos contraintes. Tout simplement, quand on retourne au-delà de nos allées, il faut qu'on ait la place pour retourner avec des engins contemporains, quoi. Donc il faut une certaine distance. Il faut imaginer ce qu'on utilisera aussi comme équipement. Enfin, il y a plein de points techniques, opérationnels qu'il faut intégrer dès cette phase de conception. Donc toute l'importance de cette phase de conception, effectivement. Oui, parce qu'en fait, le projet, il faut qu'il soit réversible aussi par certains côtés. Vous disiez c'est 40 ans, mais il y a beaucoup de règles quand même à respecter. Ce côté de reversibilité, si on change d'activité, je suppose, etc. C'est ça? Oui, tout à fait. À l'identique, ou plutôt bien sûr. Il faut que le système soit totalement réversible. Donc on va favoriser et utiliser des pieux qui sont enfoncés dans le sol, qui peuvent très facilement être arrachés. L'ensemble du matériel doit être recyclable et sera recyclé. Donc c'est un prérequis que GLHD s'était déjà fixé dans le passé, à travers la mise en place de provisions spécifiquement à ça. Et puis maintenant, avec la loi d'accélération des énergies renouvelables, c'est une donnée d'entrée majeure. Oui. Essentiel. 40 ans pour un projet, ça paraît énorme. Effectivement, nos activités peuvent évoluer, le marché peut évoluer. Donc effectivement, il faut bien prendre en compte les fondamentaux, hein, dans ce projet. Mais oui, 40 ans, effectivement, on ne peut pas imaginer aujourd'hui comment l'agriculture dans 40 ans sera effectivement. Donc il y a aussi une prise de risque dans ce type de projet. Donc on l'a vu là, cette durée de projet, oui, c'est vrai que ça paraît beaucoup. Donc il faut combien de temps finalement pour qu'on voit ces panneaux photovoltaïques sur nos terres agricoles? Sur la partie, le travail de développement va durer 3 à 4 ans, hein, incluant le délai d'instruction du dossier. Derrière, on va travailler, une fois que les autorisations sont obtenues, sur le financement et sur tous les aspects externes, notamment lorsqu'il y a des sujets relatifs à l'archéologie, avec des fouilles qui doivent peut-être être réalisées en fonction de la localisation des projets et des enjeux. Et derrière, l'installation du projet va durer 1 an environ, évidemment dépendant de la taille du projet, et puis une durée d'exploitation de l'ordre de 40 ans.
Ouais, ce qu'il faut aussi peut-être préciser, c'est le cadre. On en a un peu parlé, mais le cadre réglementaire, en fait, qui est récent, dans lequel on s'intègre, y compris les projets qui ont commencé avant la loi APER. Et en fait, on parle de services rendus à l'agriculture, mais ça, c'est très important. Parce qu'en fait, l'agriculteur, il s'adapte pas à un projet contraignant. Mais au contraire, le projet va lui apporter un certain nombre d'avantages. Pour illustrer par un exemple dans notre groupement, nous on est 4 agriculteurs, on avait des cultures avant, des grandes cultures, donc céréaliculture, et on va convertir ce grand parc en prairie, en élevage, avec de l'élevage, et c'est tout à fait ce qu'on recherchait comme diversification, parce qu'on a des potentiels de rendement qui sont très faibles dans ces régions. On a des périodes de stress hydrique qui sont importantes à certains moments de l'année, notamment, alors cette année c'est une année un peu exceptionnelle, donc on s'en rend pas trop compte, mais on a subi quelques années précédemment où il y avait des stress hydriques très forts, et du coup ces installations-là vont apporter un atout en fait à l'agriculteur à travers le fait que les panneaux mettront un peu plus à l'ombre l'herbe dans ces endroits-là, que les ovins pourront se mettre également à l'ombre, ça fait un habitat. Retour aussi d'un aspect qui est très important sur la matière organique qu'on avait un peu perdu sur nos sols. Donc le retour de l'élevage, je parle de retour parce qu'en fait, mes grands-parents en fait avaient de l'élevage sur ces mêmes parcelles. Donc en fait, c'est un juste retour à un équilibre naturel en fait de nos exploitations. Parce que sans ces installations, vous n'auriez pas pu avoir d'élevage, finalement ? Très compliqué. C'est assez compliqué de revenir sur des élevages avec une prairie. Vous voyez, par exemple, l'élevage ovin. Ça paraît comme ça tout simple, mais le fait d'avoir un parc avec des îlots qui sont clôturés, et nous, dans le Grand Est, on a le retour du loup, vous voyez, typiquement, ça, c'est un avantage énorme. Et le berger l'a tout de suite identifié. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, il aurait été compliqué d'envisager la même structure sans ces panneaux photovoltaïques sur cette même surface foncière, en fait. Oui, vous le disiez, en fait, le photovoltaïque va être au service de l'agriculture. Exactement. Vraiment, ça va aider. Ouais. C'est vraiment... Et c'est comme ça qu'il faut, je pense, concevoir les projets. Et GLHD a tout à fait cette démarche, en fait, de faire venir les agriculteurs à elle pour mettre en place ces structures. Effectivement. Là, on le voit sur cette slide, des fermes agrivoltaïques conçues pour optimiser les productions. Pardon, j'arrive pas à le lire, j'ai un reflet. Voilà, conçues pour optimiser les productions. C'est vrai que c'est essentiel, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment l'agriculture au centre du projet. Il y a d'autres étapes également, on en a peut-être oublié certaines. Dans ces étapes, il y a des choses essentielles finalement, c'est toujours cette concertation, c'est tout ça. Vous me disiez, c'est la concertation à y est tout le temps, quoi. La concertation elle y est tout le temps. On a un autre exemple ici d'un projet dans la Vienne. Dans la Vienne, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Si la vidéo se lance, voilà. C'est un outil qu'on a mis à disposition de riverains au projet situé dans un hameau qui nous demandait, une fois la conception du projet réalisée, d'avoir une vue sur à travers une vidéo sur ce qu'allait être le projet par rapport à leur hameau. Donc on a créé cette vidéo avec le support d'un partenaire où justement on permet d'apprécier à l'échelle même de chacune des maisons, on peut faire ce travail précis de voir ce que ça va donner par rapport à la distance du projet à la maison, par rapport au masque visuel qu'on peut mettre en place. Oui, parce que c'est une inquiétude, on se dit ça va pas être très joli, etc. Les gens s'inquiètent de ça finalement. Les voisins. Oui, les gens s'inquiètent, en tout cas les gens s'interrogent et c'est normal, c'est légitime. On se considère comme des invités sur le territoire, on ne vient pas imposer une solution, on vient proposer, montrer ce que ça va donner et répondre aux interrogations et essayer de trouver et travailler en co-construction avec eux. Et d'où l'intérêt, tout à l'heure on parlait de la concertation très en amont du projet, et aujourd'hui moi ce qui me fait beaucoup plaisir en fait, et l'efficacité de cette concertation, c'est que les habitants du village viennent me voir en me disant mais alors quand est-ce qu'on fait le parc quoi. Donc c'est acquis, que c'est accepté et qu'on a envie de voir ce nouveau projet sur le territoire, donc c'est une vraie victoire en tout cas. Oui, ils s'impliquent finalement dans le projet, dans la vie de leur commune. Justement, les élus locaux, eux aussi, c'est intéressant pour eux ?
Oui, alors dans notre projet, encore une fois, j'illustre par cet exemple. Mais oui, par exemple, les maires des 2 communes qui sont concernées sont vraiment à nos côtés, sont très acteurs dans le projet. Et il y a effectivement aussi des retombées financières pour le territoire. Donc, ne serait-ce que l'activité agricole, le dynamisme de l'activité agricole, mais aussi des retombées fiscales sur le territoire, ce qui fait que là aussi, on a une vraie implication des collectivités avec nous et qui portent le projet réellement. Le maire de mon village me dit toujours notre projet. Il ne parle pas de votre projet, mais de son projet également. Donc ça aussi, c'est une belle victoire. Exactement. Ensuite, nous avons une autre slide. Sur finalement l'instruction, on en revient, et c'est toujours la même chose, les démarches administratives finalement, tout ça encore un peu long. Oui, encore un peu long, mais obligatoire aussi. Obligatoire évidemment, et on travaille en amont le plus possible pour que justement cette phase d'instruction elle soit la plus fluide possible. On est dans une période un petit peu délicate sur les derniers mois puisqu'on a eu la loi qui est arrivée et qui a amené une petite période de flou avec certaines DDT qui ne savaient pas réellement comment instruire par rapport à l'ancien cadre, par rapport au cadre qui était en cours de construction ou par rapport au futur. Donc on a une petite période de flou, mais c'est une période indispensable évidemment. Oui. Et là, les projets, on en est où finalement? Vous avez avancé malgré tout, puisqu'il y a oui, bien sûr. Un temps d'arrêt, c'est ce que vous disiez avec les... Oui, on a évidemment continué d'avancer. On a aujourd'hui GLHD 3 gigawatts de projets en développement, donc c'est pas négligeable. Avec, si on regarde à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, 3 projets qui ont été autorisés, purgés de recours, situés dans le Lot-et-Garonne, pour une puissance cumulée de 450 mégawatts. Derrière, on a un projet en cours d'instruction, en fin de période d'instruction, de taille à peu près équivalente. Et puis, on a 4 projets qui vont être déposés dans les prochaines semaines dans les départements des Landes, de la Dordogne et également de la Vienne. On voit la dynamique finalement, c'est bien ça. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, l'instruction, c'est pas forcément le moment le plus intéressant, le plus agréable. En tout cas, pour les porteurs de projets, c'est toujours un moment de tension, d'inquiétude. Je pense qu'il faut aussi qu'on fasse appel à nos services instructeurs pour ne pas oublier le bon sens paysan. Je pense qu'il y a une confiance quand même réciproque, j'allais dire. On travaille ensemble avec les services instructeurs, mais je pense que cet appel que je lance, c'est de reconnaître aussi le bon sens qu'on appelle le bon sens paysan qui doit rester aussi dans ce cadre, bien sûr, mais faire confiance aussi aux agriculteurs dans les propositions, les préconisations qu'ils peuvent faire sur leur projet. Une fois l'instruction finie, je suppose qu'on passe peut-être à la construction, c'est ça, non? Oui, alors il y a une petite période intermédiaire qui consiste au financement des projets, toute la partie maîtrise d'ouvrage dont j'en parlais tout à l'heure avec les problématiques éventuelles qu'il peut y avoir sur le raccordement. Oui, déjà le raccordement. Le raccordement, effectivement, souvent, on est loin de tout. Projet agricole, c'est souvent ça, il faut raccorder. Exactement, c'est indispensable. Voilà. Et allez-y. Non. et voilà, donc cette période d'un an, derrière, on a évidemment l'installation du projet, de la partie agricole bien sûr aussi, et l'exploitation et la maintenance. Et donc finalement, après une mise en service pour 40 ans, quoi. Enfin, c'est ce qu'on disait. Exactement. Là, GLHD, on peut aussi vous voir, il y a une communication sur sur Farming Simulator, donc sur des jeux, c'est bien ça. On peut faire du photovoltaïque aussi, j'allais dire dans le virtuel, sur des... on est effectivement sur des simulateurs, c'est assez important. Sur quelque chose de nouveau, hein. L'agrivoltaïsme, c'est de l'innovation, donc il faut rendre les outils le plus pédagogiques possible, à la fois pour les riverains, mais aussi pour les agriculteurs, pour la jeune génération qui peut utiliser Farming Simulator, qui est le jeu numéro 1 dans le monde pour l'agriculture. Donc on a mis à disposition gratuitement des modes et des maps pour utiliser l'agrivoltaïsme au sein de parcelles agricoles pour que justement les plus jeunes puissent aussi se projeter sur ce que va être un projet agrivoltaïque. Oui, un projet agrivoltaïque, ils le savent. Moi, je vois qu'on peut mettre ces panneaux. Je vois qu'il y a toujours... ça respecte les règles aussi. il y a tout ça à faire attention. Et en fait, les jeunes s'en emparent
et c'est le meilleur moyen de leur apprendre et de savoir ce que c'est, quoi. Exactement. Et que ça devienne une réalité, en fait, y compris chez les jeunes joueurs. Les jeunes joueurs et pas forcément agriculteurs. Donc on va être habitué maintenant à avoir des panneaux photovoltaïques dans les champs, quoi, finalement. Il y a quand même beaucoup d'enfants agriculteurs pratiquent Farming Simulator. Je sens que vous subissez un peu, non? Non, mais je constate. Bon, ben, très bien. Non, mais c'est vrai que c'est chouette. Moi, je téléchargerai le mode alors. Parfait. Finalement aussi, le meilleur moyen c'est d'en parler aussi de ça, c'est d'avoir des témoignages. Vous accompagnez énormément d'agriculteurs sur la région, c'est ce que vous me disiez. Exactement. On accompagne plus d'une 50aine d'agriculteurs dans la région, 200 au total, partout en France. Et donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion de recevoir des témoignages qui nous font, on peut dire, chaud au cœur, parce que c'est vraiment une collaboration, une coopération sur du long terme. Donc forcément, il y a du partage, de l'humain qui se crée au fil du temps, au fil des années. Et voilà, donc on a effectivement eu quelques beaux témoignages. Oui, mais je vous propose qu'on écoute peut-être ces témoignages. Comme ça, on va écouter ça tranquillement. Les témoignages d'agriculteurs, là, tout de suite. On est un collectif de 3 propriétaires et un agriculteur. Donc on se trouve en Dordogne. On est sur des terres qui sont plus ou moins fertiles. Et en fait, ces terres, elles sont destinées concrètement, si on ne fait pas ce projet, à devenir des plantations de pins maritimes ou des friches. Et on a créé un projet agrivoltaïque qui se nomme Ferme agrivoltaïque du Tursan, sur une surface de 70 hectares. On est un collectif de 7 agriculteurs. Ce projet se situe au sud des Landes, à mi-chemin entre Mont-Marsan et Pau. Ouais, le projet 700 hectares, donc situé dans les Landes, sur une zone de 1400 hectares qui protège un périmètre d'eau potable. Donc l'enjeu, c'est de retrouver une eau de qualité, une belle agriculture pour répondre à cet enjeu-là, grâce à l'agrivoltaïsme. Donc GLHD nous a proposé en fait de faire cette double production électricité et agriculture, ce qui nous permet en fait de conserver nos terrains agricoles et puis de continuer ce métier d'agriculteur, ce qui nous permet aujourd'hui, Cyril, de revenir sur la commune pour reprendre l'exploitation familiale. Et puis on a un jeune agriculteur qui, grâce à ce projet-là, il va pouvoir financièrement être beaucoup plus à l'aise et puis surtout s'étendre et développer son activité. Donc aujourd'hui, c'est du gagnant-gagnant. Le projet, ce qui est intéressant, c'est que ce collectif d'agriculteurs est venu chercher GLHD pour trouver des solutions à différentes contraintes et problématiques qu'ils rencontrent depuis plusieurs années. Et ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est qu'il y a des jeunes en fait qui vont reprendre les exploitations et donc la transmission est aussi au cœur de ce projet. Nous sommes un couple d'agriculteurs dans les Landes, donc Julie et Rémi. Le nom du projet est Solarx. Territoire de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, GLHD développe 3 projets avec pour chacun des projets, parfois 3, parfois 4 agriculteurs. Dépôt des permis de construire, ça va être assez intense cette année 2024, surtout le début. Et puis on espère de la réussite surtout. On travaille beaucoup sur l'amont, donc vis-à-vis des riverains, qui est, je pense, une très bonne chose pour que les projets puissent aller au bout. Les grandes étapes, on a commencé à travailler sur le projet agricole quand même. On a bien cheminé. Et on a bien cheminé. Le but, c'est de déposer le permis de construire. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'on aura monté tous les dossiers, qu'on aura fait la concertation, on pourra déposer les permis. Donc l'objectif pour nous, c'est septembre. Et donc nous, le projet aujourd'hui a quand même pas mal avancé. On a eu le retour des permis de construire qui ont été validés. Donc maintenant, on continue à travailler sur le projet agricole, la partie technique. On y croit, on est à fond dans le projet et on espère bien que tout ça va s'aboutir bientôt, le plus rapidement possible. Voilà. C'est une belle expérience parce qu'on a démarré d'une feuille blanche et de voir qu'on a franchi toutes ces étapes. Les étapes en 2023, elles ont été assez nombreuses. Déjà, les agriculteurs, ils ont créé leur association. Ils ont défini leur projet agricole. On a eu le premier design aussi, l'implantation des panneaux. En 2024, on va vivre plein de choses super. En fait, on va finaliser le projet agricole, photovoltaïque.
On va le déposer, donc on va déposer ce permis. Ensuite, normalement, il devrait y avoir une réunion en CDPNAF en 2024 et on prévoit une enquête publique l'année d'après en 2025. Et puis là, on vient de passer l'étape de la CDPNAF. Brillamment, avis favorable. Majorité des voix, 2 fois. On est très fiers. Non, mais c'est un très beau projet. Ça sera une belle référence en termes de biodiversité, eau potable, pérennité des exploitations agricoles, transmission des innovations. Voilà. C'est le super projet. C'est un projet humain, comme tu dis, c'est-à-dire que déjà on ne se connaissait pas. Maintenant, on s'appelle régulièrement humain et puis technique. Parce qu'en fait, moi, sur l'énergie renouvelable, je ne connaissais rien, donc il a fallu qu'on s'y mette. Et c'est hyper intéressant. C'est une super boîte avec de belles valeurs. Et surtout, c'est vraiment la concertation qui a été faite. Oui, le partage à tous les niveaux. L'intelligence collective qu'on a mis en place, tout le monde s'est approprié le projet. C'est ce que j'ai le plus apprécié. On va tout dire. Un super collectif. Ouais. Totale confiance en eux. Et... On va être tous complémentaires et c'est ça qui est super. Très bonne équipe, très bon suivi. Quelque chose de structuré. Le travail qu'ils ont pu faire, je me répète, mais c'est quand même fabuleux. Et en fait, c'est un travail d'équipe. C'est du gagnant-gagnant. Et c'est comme ça qu'on avance. Ce que je trouve bien, c'est qu'ils sont quand même à notre écoute. Ils ont la partie technique, nous on est des gens du terroir, enfin voilà, on est des agriculteurs, bien sûr qu'on aime l'innovation, mais on a toujours, il faut le dire, quand même une inquiétude sur la façon dont on va travailler, et ils ont vraiment une oreille attentive. On a toujours eu quelqu'un à notre écoute, et c'est très appréciable. L'avantage de travailler avec GLHD, ce que moi j'ai trouvé en tout cas, c'est ce va-et-vient permanent, où on a l'agriculteur qui arrive et qui pose des contraintes. C'est jamais un projet qu'on subit, c'est toujours un projet qu'on co-construit. Et ça, je pense que c'est le gage d'un projet réussi. Bon, on l'a vu, ces témoignages-là d'agriculteurs, on les a vus. Et d'ailleurs, ils ont tous des noms hein, finalement sur leur projet, c'est bien ça? Oui, c'est vrai. On leur donne un nom, ou en tout cas, les agriculteurs d'ailleurs. On demande aux agriculteurs de trouver un nom à leur projet pour qu'ils aient leur propre identité. On l'a vu aussi dans le reportage, les agriculteurs créent une association pour que ça soit structuré et pour que le collectif soit le mieux représenté possible. Donc c'est l'objectif. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver un nom, vous, finalement? Pas du tout, non. On avait sollicité tout le cercle d'amis, de connaissances, le réseau pour trouver une appellation qui nous corresponde, en fait. Donc notre association s'appelle Au Pâturage et Terre d'avenir et de partage, la petite phrase qui va dessous. Voilà, qui accompagne et qui résume tout, finalement. Mais... Enfin, ce que montre ce beau reportage, c'est l'aventure humaine avant tout. Et ça, ça revient systématiquement dans tous les projets. C'est vrai que quelquefois, on est un peu la tête dans le guidon en tant que producteur sur nos exploitations. Et puis, on oublie de s'arrêter au bout du champ pour se parler, etc. Parce qu'on n'a plus trop de raisons de se parler, en fait. Et finalement, ce projet, il est fédérateur et il vient redonner un lien entre les agriculteurs. Nous, ça a été vraiment une révélation dans notre projet et c'est vraiment super de le vivre. Bon, alors j'ai un projet agricole en agrivoltaïsme. Qu'est-ce que je dois faire? C'est vous contacter finalement? Oui, vous pouvez nous contacter avec les coordonnées qui seront disponibles sur le site internet glhd.fr, glhd.fr. Et puis vous serez redirigé vers les personnes qui représentent les différentes régions présentes en France. Oui, parce que vous avez un bureau, vous êtes situé à Bordeaux, hein, c'est ça, à côté. À Martillac, oui, Martillac, à une dizaine de kilomètres au sud de Bordeaux, mais on a des agences un petit peu partout en France, dans les différents départements que vous pouvez retrouver aussi sur le site internet. Bon, mais merci de nous avoir éclairés. Je ne fais pas ça en référence au phare que vous avez sur le H, mais quand même un peu. Et puis nous, on se retrouve assez rapidement sur AgriWeb TV pour une nouvelle émission. Merci à vous. Merci. Julien. Merci.